14 avril 1912. La nuit noire est remplie des sons affreux d'un vaisseau métallique géant se brisant en deux. Le plus grand navire de l'époque est entré en collision avec un iceberg qui se trouvait sur son chemin, le Titanic. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle dont les gens parlent encore. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins 5 compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canots avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canots. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Caparcia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km, et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé.
À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. 1 minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean, qui fait à peu près 5 fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building, qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France, après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. 4 jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévier sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide. 1h20 après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpathia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canots de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leurs messages n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot Californian de la compagnie Leyland se trouvait à moins de 30 km lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24 heures sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul. En raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait, il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que 2 navires jumeaux et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier
Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannic était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne. Par une douce nuit d'été, le 30 août 1892, un magnate de la navigation, Peter J. Minch, convia sa famille à une croisière sur les eaux du lac Supérieur. Leur embarcation, le Western Reserve, était considérée comme l'un des navires les plus sûrs de son époque. Construit dans un acier similaire à celui employé plus tard pour le tristement célèbre Titanic, il partagea un sort tout aussi tragique. Brisé en deux, le bâtiment ne fut retrouvé qu'en 2024, soit 132 ans après sa disparition. Long de 91 mètres, ce vapeur fut le premier cargo des Grands Lacs à être doté d'un revêtement d'acier. Un quotidien le surnomma le lévrier des eaux continentales, en raison de la vitesse à laquelle il fendait les flots. Conçu et financé par Peter Minch lui-même, le navire avait été mis à l'eau 2 ans auparavant, dans les chantiers navals de Cleveland. Le soir de sa dernière traversée, le Western Reserve mit le cap sur Two Harbors, dans le Minnesota. Minch était accompagné de 5 membres de sa famille. Son épouse, leurs 2 jeunes enfants, sa belle-sœur ainsi que sa nièce. 22 membres d'équipage se trouvaient également à bord. La traversée du lac Huron se déroula d'abord dans le calme, mais sitôt franchi la baie de Whitefish, le lac devint tumultueux, contraignant l'équipage à jeter l'ancre quelque temps. Plus tard dans la soirée, aux environs de 21h, à leur entrée dans le lac Supérieur, une tempête estivale d'une rare violence se leva, accompagnée de rafales impétueuses et de vagues en furie. Puis survint la catastrophe, le navire commença à se disloquer. En moins de 10 minutes, le Western Reserve sombra corps et biens. Tous parvinrent à gagner les canots de sauvetage. La famille Minch, avec quelques marins, prit place à bord du canot en bois. Les 10 autres montèrent dans celui en métal. Mais la fureur des éléments fit immédiatement chavirer le canot métallique, et seuls quelques survivants parvinrent à rejoindre l'autre embarcation. Ce dernier canot dériva durant près de 10 heures. Un vapeur croisa leur route, mais ne perçut ni leurs appels ni leur présence. Vers 7 heures du matin, l'embarcation ne se trouvait plus qu'à 1 kilomètre du rivage, à hauteur de Deer Park, dans le Michigan. Si proche du salut, mais hélas, le canot chavira à son tour, précipitant tous ses occupants dans les eaux glacées du lac. Le seul rescapé fut Harry Stewart, le timonier du navire, âgé de 24 ans. Il parvint à nager plus d'1 kilomètre dans des eaux glacées pour rejoindre la rive, presque inanimé, mais bien vivant. Il déclara par la suite que sa survie ne tenait qu'à la protection offerte par un caban de grosse laine, bien ajusté à son corps. Le Western Reserve resta perdu pendant plus d'1 siècle, jusqu'à ce qu'un duo d'explorateurs obstinés finisse par localiser son épave. Ils consacrèrent plus de 2 ans à sonder inlassablement les eaux au large de la péninsule supérieure du Michigan. Daryl et Dan Hertel y parvinrent à l'aide d'un sonar à balayage latéral, capable d'examiner une bande de 800 mètres de part et d'autre. Un jour, un infime signal apparut à gauche de l'écran. Aussi discret fut-il, Daryl en mesura l'ombre, constata qu'elle atteignait près de 12 mètres de hauteur et en déduisit qu'il s'agissait sans doute d'un élément de taille. Ils firent demi-tour et dirigèrent leur balayage sur la zone concernée. Ils aperçurent des panneaux de cale ainsi qu'une carcasse évoquant un navire littéralement brisé en deux, l'une des moitiés reposant sur l'autre dans une position presque impossible. Chaque section mesurait environ 45 mètres, et après en avoir vérifié la largeur, ils comprirent avec certitude qu'ils venaient de retrouver l'illustre Western Reserve. Les historiens demeurent incapables d'expliquer avec certitude pourquoi un bâtiment réputé insubmersible s'est soudainement rompu en son centre, mais plusieurs hypothèses sérieuses sont avancées. L'une d'elles évoque le phénomène de dos d'âne. Lorsqu'un navire chevauche une vague gigantesque, sa proue et sa poupe peuvent se retrouver suspendues, sans appui, exerçant ainsi une contrainte extrême sur la section centrale, qui se courbe alors vers le haut, à l'image d'un bâton que l'on plie en tirant sur ses extrémités. Une autre explication plausible concerne la qualité de l'acier utilisé pour sa construction. À cette époque, l'acier venait remplacer le fer en tant que matériau de choix, mais les procédés de fabrication demeuraient imparfaits. Certaines plaques étaient de médiocre qualité, ce qui aurait pu fragiliser l'ensemble de la structure. Il est aussi envisageable que le navire ait manqué de lest, ce poids destiné à en assurer la stabilité, ou que sa répartition ait été mal pensée. À peine 8 semaines après la catastrophe du Western Reserve, un autre bâtiment conçu à la même époque et façonné à partir de séries semblables de tôles d'acier
connut le même sort funeste que son jumeau. Le WH Gilcher, vapeur de fret affecté au transport de marchandises entre les ports des Grands Lacs, entreprit ce qui devait être une traversée sans histoire le 26 octobre 1892. Chargé de plus de 3000 tonnes de charbon, le navire quitta le port de Buffalo en direction de Milwaukee sous le commandement du capitaine Leeds H. Weeks. Il naviguait avec un équipage de 18 hommes. Le voyage s'annonçait sans encombre et dans l'après-midi du 28 octobre, le navire franchit le détroit de Mackinac avant de pénétrer dans les eaux du lac Michigan. Il était attendu à Milwaukee le 30, mais n'y parvint jamais. Une tempête d'une violence extrême s'abattit les 28 et 29 octobre sur les lacs Michigan et Huron, bouleversant les itinéraires de nombreuses embarcations. Lorsque le temps se calma enfin et que les navires commencèrent à rallier les ports, les premières pièces du drame du WH Gilcher furent réunies. Un capitaine, croisant non loin à bord de sa goélette, rapporta avoir aperçu un grand vapeur luttant contre les éléments à quelques 30 km au nord-ouest de l'île de North Manitou, le 28 octobre, aux environs de 20 heures. Le bâtiment paraissait sans défense, sans signe de vie à son bord. Peu après, un autre capitaine découvrit des débris, meubles et fragments d'un pont de navire, dérivant près de l'île de South Manitou. 2 vapeurs supplémentaires repêchèrent des morceaux de la timonerie du WH Gilcher dans cette même zone. Il devint alors évident que le cargo avait succombé à la tempête, et hélas, aucun membre de l'équipage ne survécut. Les Grands Lacs constituent depuis longtemps un foyer majeur de naufrages maritimes. Entre 6 000 et 10 000 épaves y ont été recensées depuis le XVIIe siècle. En 1679, le Griffon fut le premier navire européen à y disparaître sans laisser de traces. Parti de Buffalo, dans l'État de New York, à destination de Green Bay, dans le Wisconsin, il avait traversé le lac Erie, la rivière Détroit, le lac Sainte-Claire, puis le lac Huron, avant d'atteindre le lac Michigan. Après avoir accosté à Green Bay, le bâtiment entama son voyage de retour, et ne reparut jamais. En 1975, l'un des naufrages les plus emblématiques survint, lorsque le gigantesque minéralier de 222 mètres, le SS Edmund Fitzgerald, sombra dans le lac supérieur, lorsqu'une tempête automnale, initialement prévue bien plus au sud de son itinéraire, remonta brusquement. Un autre cargo, l'Arthur M. Anderson, suivait sa route et resta en contact radio constant avec le capitaine du Fitzgerald, Ernest McSorley. Dans l'après-midi du 10 novembre, des vagues déchaînées s'abattaient sur le pont, et des bourrasques dépassant les 130 km/h secouaient violemment les 2 navires. À 19h20, l'Anderson perdit le contact radio avec le Fitzgerald, qui avait disparu des radars. Aucun signal de détresse ne fut émis. Aucun avertissement ne précéda sa perte. Le gigantesque bâtiment s'était littéralement volatilisé. Par la suite, les équipes de secours découvrirent l'épave gisant à plus de 160 mètres de profondeur, brisée en 2 vastes segments. Aucun des 29 marins ne survécut, et nul ne put témoigner du drame. De telles tragédies peuvent découler de multiples facteurs. Erreurs humaines, pannes techniques, ou malheureuses coïncidences. Les Grands Lacs, vastes étendues d'eaux intérieures, présentent des phénomènes météorologiques comparables à ceux que l'on observe en mer. Ces véritables mers enclavées, nichées au cœur du continent, voient naître des tempêtes d'une puissance redoutable, parfois alimentées par des vents équivalents à ceux d'un ouragan. Ces phénomènes surviennent fréquemment en novembre et décembre, lorsque les eaux, encore tièdes après l'été, rencontrent les premières poussées d'air glacial provenant du Canada. L'écart de température entre air et eau, amplifié par des vents puissants, engendre d'énormes vagues. En outre, la glace se forme plus aisément en eau douce qu'en mer. Cette glace s'accumule rapidement sur les navires, les rendant plus vulnérables, et les équipages doivent péniblement manœuvrer dans les eaux gelées. Les niveaux d'eau sont aussi instables. Les années humides voient se multiplier les tempêtes, ce qui accroît les risques de dommages ou de naufrages.